Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la S-Lab Ultra Glide 1.5 de Salomon. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors il y a quelques temps de ça, mais il y a quasiment un an, je crois, je vous présentais sur la chaîne, un peu moins d'un an, je vous présentais sur la chaîne la Ultra Glide 3. Salomon Ultra Glide 3 qui est en fait la première à avoir eu un vrai changement dans la gamme, dans la construction entre la Ultra Glide 2 et la Ultra Glide 3, donc il y a vraiment eu une évolution. Et Salomon avait sorti la S-Lab Ultra Glide, qu'on pourrait appeler la S-Lab Ultra Glide 1, qui était sortie donc l'an dernier, si je ne me trompe pas. Je suis même quasiment sûr de moi, l'an dernier pas très loin autour de l'UTMB, et il y avait eu quelques soucis. De mémoire, le principal souci, alors moi je ne l'ai pas eu, donc j'espère ne pas vous dire de bêtises avec ce que je vais vous raconter là, mais de mémoire, de ce que j'ai entendu, le problème avait été surtout au niveau du contrefort, avec des personnes qui avaient des problèmes de friction, d'appui, de douleur générés au niveau du contrefort sur la S-Lab Ultra Glide 1. J'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment pas eu beaucoup de stock, il y a eu une espèce de... pas un rappel, mais je pense qu'il y a eu un petit arrêt dans la production dans le but de corriger ça. Et c'est à cette fin que la S-Lab Ultra Glide 1.5, elle a été créée, si j'ai bien compris, simplement pour, entre guillemets, corriger le petit défaut qui avait été généré, qui existait sur la S-Lab Ultra Glide 1. Donc moi, je peux évidemment pas vous faire de comparaison entre la 1 et la 1.5, malheureusement. Par contre, je peux vous parler des différences entre la Ultra Glide 3 et la S-Lab Ultra Glide 1.5. Donc comme je vous l'ai dit, elle est assez proche de la Ultra Glide 3, c'est une version S-Lab, donc plutôt orientée performance, et il y a quelques différences entre la Ultra Glide 3 et la S-Lab Ultra Glide 1.5. Je vous sors deux chaussures pour que vous constatiez un petit peu les différences. Bon alors déjà, on peut regarder effectivement les deux. On va commencer par ces deux-là, la S-Lab Ultra Glide 1.5 en bas et la 3 en haut. On peut voir qu'il y a déjà énormément de points communs, surtout. On retrouve déjà cette structure alvéolée au niveau des semelles. Donc c'est une nouvelle semelle que Salomon a développée avec certaines datas qui disent que c'est censé, les données disent que c'est censé réduire les points de pression sous le pied. Pourquoi pas? Je trouve ça intéressant. Je vous en reparle un petit peu après. L'autre chose qu'on peut remarquer par contre déjà en différence, c'est que je trouve que le contrefort remonte un petit peu plus à l'arrière et sur les côtés également. Ça, je trouve que c'est visible. Quand on voit par exemple la pointe de cette espèce de contrefort qui vient coquer le talon, ici sur la 1.5, on voit que c'est plus haut que sur la 3. Donc ça, c'est certaines différences qu'on peut remarquer. Et moi, je trouve que c'est principalement ça, les différences qu'on remarque entre les deux. Alors, la languette a été changée pour quelque chose de plus fin, plus aéré. C'est bien parce que je trouvais que ça méritait évolution. Et donc voilà. Alors, je vous en parle dès maintenant. En termes de différence, il y a également le fait qu'en termes de mousse, on va en reparler dans 2 secondes, mais la S-Lab Ultra Glide 1.5, elle n'a pas la même mousse que la Ultra Glide 3. Alors, il y a en partie la même mousse, en partie une autre mousse dans la version S-Lab. En termes de poids, celle-ci, dans la même taille, en poids constaté à la maison, il y a 30 grammes de différence. La 1.5, la S-Lab, elle est 30 grammes en dessous de la Ultra Glide 3, donc elle a été allégée. Ça aussi, je vous en reparle dans quelques instants. Et c'est à peu près tout ce que j'ai remarqué là en points communs et différences. Et l'autre chaussure avec laquelle je voulais vous la comparer, celle-là, c'est la S-Lab Genesis, qui était le modèle le plus connu de Salomon. On voit que les différences entre les deux sont quand même considérables. On a une chaussure qui est beaucoup plus maximaliste ici, beaucoup plus d'amorti, beaucoup plus de stack sous le pied, une semelle qui est complètement différente. Donc on voit bien qu'en termes de positionnement, avant la S-Lab Genesis, c'était considéré comme étant la chaussure d'ultra par Salomon, et maintenant ce créneau a été repris. La S-Lab Genesis sera un peu plus la chaussure considérée comme polyvalente de la marque, je pense, ou peut-être plus pour les sentiers également accidentés, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de précision avec cette chaussure, on en reparle également dans quelques instants, et que la S-Lab Ultra Glide 1.5, elle est plutôt orientée ultra trail et performance, donc c'est la version performance ultra trail qui du coup vient remplacer, je pense, ce créneau que prenait la Salomon Genesis, S-Lab Genesis avant. Quand on regarde également un peu ce qui existe sur le marché, moi je trouve qu'on retrouve énormément de points communs entre la MTL Adapt et la S-Lab Ultra Glide 1.5. Là, je vous les mets les deux côte à côte. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même vraiment beaucoup de différences déjà en termes visuels. Alors la plus grosse différence, ce sera la quantité de rocker qu'il y a, parce que la MTL Adapt, elle a un rocker qui est gigantesque. Il y a également beaucoup plus de crampons et du Vibram sur la MTL Adapt. Mais comme vous pouvez le voir là, c'est quand même deux chaussures qui sont sur un créneau qui sont, je pense, très similaires. Moi, je pense qu'on peut directement les mettre en comparaison
comparaison, ces deux-là, c'est des concurrentes directes et vous retrouverez le test de la MTL Adapt en ligne disponible sur ma chaîne. Ça, c'est une chaussure que j'adore, donc je vais certainement revenir dessus dans le test. Je vous propose qu'on commence à s'intéresser un petit peu plus à la S-Lab Ultra Glide 1.5 et on va commencer par ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une chaussure qui pèse 290 grammes en 42 ohms, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, et elle pèse 340 grammes en 46 2/3. Le modèle que vous avez sous les yeux, c'est le poids qu'on a constaté ici. En termes de hauteur de stack au talon, vous avez 41 mm. Le stack n'est pas exactement là où le contrefort remonte, donc il y a une différence entre là où le pied appuie et là où le contrefort remonte. La hauteur du stack à l'avant-pied, elle est de 35 mm, ce qui nous fait un total un drop de 6 mm, contrairement à la S-Lab Genesis qui était en 8 mm. En termes de mesh, on a un mesh qui est synthétique. Il n'y a pas grand-chose j'ai pas grand-chose en tout cas à mentionner en particulier dessus. Tout ce qu'on remarque, c'est que là, à l'avant du pied et sur une bonne partie de la chaussure, on a des parties en tissu et je reviendrai dessus un petit peu plus tard par la suite parce que ça, c'est important à noter. En termes de laçage, comme sur toutes les chaussures Salomon quasiment, hein, on a du Quick Lace, donc c'est le système de laçage que vous avez là sous les yeux qui permet de serrer et desserrer assez rapidement. En semelle extérieure, on a ce que la marque appelle du all-terrain Contagrip avec des crampons de 4 mm qui sont bidirectionnels et on le voit ici également qu'on a une semelle alvéolée que la marque appelle Relieve Sphere avec plusieurs coupoles qui ont pour effet en théorie de diffuser les zones de pression. Les crampons, ils sont bidirectionnels comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire orientés pour la montée à l'avant de la chaussure et pour la descente à l'arrière de la chaussure. En termes de semelle intermédiaire, donc l'amorti, là on a deux mousses, contrairement à la Ultra Glide 3. On a une mousse Energy Foam et une Energy Foam Plus, donc on aurait deux couches de mousse. Je ne peux pas vous dire comment est-ce que ces deux couches de mousse sont réparties à l'intérieur de la chaussure, je ne sais pas. En tout cas, il y a la mousse la plus dynamique de la marque, à savoir la Energy Foam Plus, et également la classique de la marque, à savoir la Energy Foam. En termes de largeur du chausson, on est sur quelque chose que moi j'estime normal. En tout cas, je la trouve plus fitée que la Ultra Glide 3, mais pas non plus aussi fine qu'une S-Lab Genesis ou une S-Lab Pulsar 3 par exemple. La chaussure, elle n'est pas munie de plaques carbone. En autre information intéressante que je trouve à noter, on a un contrefort rigide que vous voyez depuis le début qui remonte sur le côté vers les malléoles et à l'arrière du talon. Ce contrefort, il est rembourré à l'intérieur. On a des structures en mousse qui sont relativement douces, qui viennent protéger un petit peu le pied. La languette, elle est épaisse et moelleuse, mais dans une matière qui est différente de la Ultra Glide 3. Elle me semble beaucoup plus respirante. Et on a également la structure habituelle de Salomon, mais que maintenant beaucoup de marques adoptent également, qu'ils appellent l'endofit, c'est-à-dire la structure intérieure un peu en type de chaussette qui vient maintenir plaquée la languette contre le pied. Vous le voyez là, quand je tire un petit peu, on le voit, cette espèce de structure que Salomon appelle endofit. On a un léger rocker avant et arrière. Il est prononcé, il est présent. Il n'est pas extraordinaire, mais il est présent. En termes de prix catalogue, c'est une chaussure qui coûte 250 €. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait plein de choses, mais je pense que c'est intéressant à noter. J'ai fait quelque chose que je fais pas souvent, mais ça m'arrive. La première chose que j'ai fait avec cette chaussure, c'est que je suis parti sur 40 bornes et 1500 mètres de dénivelé positif dans un week-end choc qui avait pour but de préparer les Templiers. C'était surtout un week-end, je sais pas si c'était un vrai week-end choc, c'était un week-end où j'ai fait beaucoup de courses à pied, on va dire. Donc voilà. Et du coup, le deuxième jour, je suis parti avec cette chaussure-là, donc j'ai beaucoup couru avec elle, mais directement, je suis parti avec, donc 40 km direct et déjà aucun problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important à noter parce que des fois, on n'a pas ce genre de surprise, on a d'autres surprises avec des chaussures qu'on découvre et non, là, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis parti directement avec ce modèle et c'était vraiment nickel, pas d'ampoule, pas de douleur, confort généralisé, donc voilà. J'ai fait quelques séances avec un peu plus d'intensité, des footings, des terrains un peu plus techniques, des terrains moins techniques, du plat, un peu de goudron, mais pas beaucoup non plus. J'ai fait un petit peu d'accélération, mais très rapidement, j'ai arrêté. Vous allez comprendre pourquoi par la suite dans le test. Donc voilà, pas de séance de vitesse particulière avec elle, même si j'ai quand même testé un petit peu ce que ça donnait de l'avoir au pied, entre autres sur le week-end choc, puisqu'il pleuvait énormément le deuxième jour. Enfin, quand j'ai fait la séance avec elle, il pleuvait énormément sur la fin de la séance. De mémoire, on a pris 4 mm en 1 heure, un truc comme ça, donc c'était une bonne pluie. Et en fait, donc on courait sous la pluie, on s'est dit les 5 km de fin qui étaient quasiment du plat descendant, on les a fait assez rapidement, donc j'ai fait un petit peu de vitesse effectivement avec cette chaussure sur du terrain un peu vallonné, plat vallonné, descendant, montant, etc. Du coup, pour mes retours. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est ce qui est ultra important pour moi, c'est qu'en termes de confort, c'est une des chaussures les plus confortables que j'ai jamais passées. Il y a absolument tout qui est pensé pour le confort, et même si j'adore le confort et je les trouve extraordinaires, ces chaussures, les MTL Adapt, la plus grosse
grosse différence qu'il y a pour moi entre les deux, c'est que celle-ci, bien qu'elle soit confortable, elle reste moins confortable que la Ultra Glide 1.5, qui est vraiment la chaussure la plus agréable à porter au pied que j'ai jamais passée. Je pense qu'il y a vraiment tout dans cette chaussure-là qui est pensé pour le confort, qui est pensé pour qu'on soit bien dans la chaussure. Je veux dire, la languette, elle est extrêmement agréable à porter sur le pied. À l'intérieur, le tissu qui englobe le pied, donc probablement l'endofit, la doublure du mesh est extrêmement agréable, extrêmement douce, extrêmement confortable. Le contrefort est très moelleux. Bref, il y a vraiment absolument tout qui est pensé dans la chaussure, à l'accueil, et même quand on court avec elle, pour que la chaussure soit confortable et agréable. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est, je pense, la plus confortable que j'ai jamais passée. Il y a vraiment cette sensation qu'on est extrêmement bien dans la chaussure de manière générale. Le stack est très prononcé. On a beaucoup de moelleux sous le pied. On a beaucoup d'amorti. Ça aussi, c'est très agréable. C'est très le moelleux est plutôt prononcé. Je trouve que l'amorti est un peu moins rigide que sur la MTL Adapt. Moi, j'aime bien les amortis rigides, mais voilà, en termes de sensation, c'est moins rigide que ce qu'on va avoir dans la MTL Adapt, typiquement. Et je trouve que, pour le coup, c'est ce que j'avais dit sur la Ultra Glide 3, je ne sentais pas les alvéoles à l'utilisation. Et là, je peux pas vous dire pourquoi, mais je trouve qu'on les sent, ces alvéoles, et ces zones de pression un petit peu particulières sous le pied. Et ben en fait, on le sent, ces zones de pression. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. C'est une sensation qui est différente de ce qu'on connaît sur d'autres chaussures. J'ai trouvé ça plutôt agréable, mais je le sentais pas sur la Ultra Glide 3. Alors c'est peut-être la différence dans les mousses qui sont utilisées, Energy Foam et Energy Foam Plus, qui fait qu'on a peut-être une mousse qui est un petit peu plus moelleuse, qui gomme un peu moins les sensations sous le pied que la Ultra Glide 3, et donc on en vient à sentir, je trouve, ces zones alvéolées sous le pied. C'est pas désagréable, c'est même plutôt agréable, et pour moi, je le mets plutôt dans la catégorie de ce qui, dans la chaussure, favorise la sensation de confort. En termes de maintien, je trouve qu'on a un très bon maintien. On peut rien dire. À l'avant comme à l'arrière du pied, et surtout à l'arrière du pied, on a cette espèce de talon qui est coquet. Les mouvements sont limités entre la gauche et la droite du talon, justement grâce au contrefort qui remonte sur la chaussure et qui viennent stabiliser l'arrière du pied. Donc à l'avant du pied, oui, c'est très bien, pas grand chose à dire là-dessus, mais surtout à l'arrière du pied, on a une chaussure qui a un très gros maintien, de cheville surtout, et ça c'est quelque chose que moi j'ai apprécié. Je l'ai retrouvé sur d'autres chaussures, dont celle que je viens de vous montrer, mais si on prend l'exemple de la S-Lab la S-Lab Genesis, où on a un contrefort qui est complètement souple, et du coup forcément quand votre pied vient pousser dans une direction, la chaussure se tord complètement. Là c'est quelque chose que vous ne pourrez pas avoir avec l'Ultra Glide, parce que là c'est des parties qui sont rigides, et donc si votre talon il pousse, votre pied pousse dans une direction, la chaussure elle a pour but de maintenir et de limiter la torsion de votre pied. Donc sur de l'ultra, ça peut être agréable, ça peut être confortable. Personnellement, j'ai bien aimé le fit également. Je le trouve meilleur que la Ultra Glide 3. Je trouvais avec la Ultra Glide 3 qu'on se rapprochait, alors je vous l'ai pas prise là, mais j'aurais pu. Je trouvais qu'on se rapprochait d'une Trabuco, pas de la Trabuco Max qui est très fitée, mais de la Trabuco 13, dont j'ai réalisé le test il y a pas très longtemps avec Margot. Et du coup, j'avais pas trop aimé ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de largeur dans le pied, donc le pied qui pouvait bouger facilement. Là, c'est pas le cas. La chaussure est quand même plus fitée que la Ultra Glide 3, et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Il y a quand même peut-être ce côté justement performance qui fait qu'on a une chaussure qui est un peu moins pâteau, on a une chaussure qui est plus précise, plus proche du pied, et moi là ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc je trouve le fit agréable et intéressant. En termes de stabilité, j'ai été surpris parce que j'avais peur avec ce stack qui est quand même très haut, 41 mm, que ce soit une chaussure qui soit instable et qu'on ait le pied qui bouge beaucoup. Et en fait, ça m'est pas arrivé. Pas de surprise. J'ai pas eu la cheville qui partait à des moments justement à cause de cette hauteur de stack prononcée. Même en dévers, je me suis retrouvé sur la sortie dont je vous parlais là, de 40 km dans le Vercors. On s'est retrouvé à un moment en hors sentier. Et du coup, on a fait une pente qui était très raide en diagonale, donc avec un dévers de pied qui était très prononcé. Alors c'était extrêmement désagréable, ça, il n'y a aucune chaussure qui permet de prévenir ça. Mais pour le coup, j'ai trouvé que la chaussure, elle était quand même bien stable, elle mordait bien, elle dégageait pas, même sur des portions un peu plus accidentées. J'ai jamais eu la sensation que le pied bougeait, vrillait droite-gauche, donc je trouve qu'elle a une bonne stabilité. Et c'est peut-être justement dû à la largeur de la chaussure. En fait, elle est quand même large, elle a une empreinte sur le sol qui est large. Alors, pas aussi large que la Ultra Glide 3. On le voit là, qu'il y a quand même une petite différence de largeur. Mais quand même, c'est des chaussures qui sont larges. Et donc, peut-être que justement, en ayant un appui qui est un peu empâté une fois qu'on est au sol, ça permet de limiter les risques de torsion du pied qu'on n'aurait pas avec une chaussure, par exemple, qui serait plus fine avec un petit effet un peu au talon. Donc, moi, j'ai pas trouvé qu'elle était instable, cette chaussure. Peut-être que également le maintien au niveau du talon favorise la stabilité. Mais c'est pas une chaussure que j'ai trouvée instable. En termes de mousse, là, on va arriver sur un peu pour moi quelque chose qui m'a un peu déçu, je vous avoue. J'avais des attentes un peu plus élevées. En fait, c'est un peu mieux sous le pied que la Ultra Glide 3, mais
Ouais, pas tant que ça en fait. Je trouve que ça reste un peu un parpaing cette chaussure et c'est ce que je lui reproche le plus. Là où je trouve que la MTL Adapt, ils ont réussi à avoir une mousse et un rocker qui faisait que la chaussure restait dynamique malgré sa taille. C'était ma crainte numéro 1 quand j'avais commencé le test, hein, que la chaussure soit vraiment grosse, vraiment large et que du coup on n'ait pas de dynamisme. Là, le dynamisme était au rendez-vous sur celle-ci. Celle-là, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas beaucoup de dynamisme. Alors, elle n'est pas faite pour la vitesse, vous allez me dire, hein, elle n'est pas faite pour accélérer, elle n'est pas faite pour aller vite. Elle n'est pas pensée pour ça, elle est vraiment pensée pour du confort et de l'ultra, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même des moments où on a envie de courir, où on voudrait un peu accélérer avec elle, ne serait-ce qu'à l'entraînement. Et du coup, moi, ça m'a un peu déçu. J'aurais bien aimé, pour une chaussure S-Lab, gamme performance, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de répondants, plus de dynamisme. Alors, je peux pas vous dire ce que c'est qu'une mousse énergie foam plus, je sais pas ce que Salomon met derrière ce terme-là, ni même en termes de composants, de viscosité, de type de mousse exactement, j'ai pas les infos donc je peux pas vous dire. Je trouve juste que ça fait plusieurs fois que je me dis que les chaussures Salomon elles manquent un peu de dynamisme par rapport à ce que la concurrence fait et j'ai l'impression qu'il y a presque maintenant un petit écart qui s'est creusé entre les chaussures qui sont censées être les plus performantes de Salomon. Alors j'ai pas testé la S-Lab Pulsar 4 donc peut-être que je me trompe, mais entre ce que sont les mousses les plus dynamiques de Salomon et ce que sont les mousses dynamiques d'autres chaussures. Je vous sors ces chaussures dès maintenant parce que j'en ai fait le test il y a pas longtemps ou alors je suis en train de faire le test, mais typiquement, on est sur des chaussures qui sont également orientées performance, qui sont également orientées ultra. Hein. Pour rappel, la chaussure, la Cloud Ultra Pro de On, c'est la chaussure qui est présentée pour gagner l'UTMB. Donc il me semble qu'on est sur le même segment. La Vective Pro, j'ai le sentiment qu'elle a la même aspiration. Là, on a vraiment du dynamisme. Sur la Cloud Ultra Pro 3, on a également vraiment du dynamisme. Et là où, en fait, avec Salomon, on est censé avoir une chaussure typée ultra mais performance parce que c'est la gamme S-Lab, et ben je retrouve pas ce dynamisme. Et donc ça m'a un petit peu déçu d'avoir ce côté parpaing, vraiment grosse pantoufle sous le pied qui répond pas trop quand on court avec. Pour moi, ça c'est un de ses principaux défauts. Le deuxième, je vous en reparle dans quelques instants. En termes de précision, je l'ai trouvée intéressante parce que je trouve qu'il y a pas mal de sensations de terrain. Alors, il y en a beaucoup qui sont lissées, mais pas autant que la Ultra Glide 3. Et je trouve qu'on a quand même gardé un petit peu de sensation de terrain et de précision. Déjà, le fit, il est bon. La chaussure, elle est plus proche du pied, donc ce qui fait que la chaussure, elle suit bien le pied. Donc, en termes de précision, ça favorise des bonnes sensations de précision. L'accroche, elle est pas mal. Je vous en reparle dans 2 secondes. Également, il y a quand même quelques sensations. On a plus de sensations sous le pied qu'avec la Ultra Glide 3. Et donc, je trouve que en termes de précision, c'est une chaussure qui est bien. Franchement, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais par rapport à son stack, etc., je pense même que il y a plus de sensations que ce à quoi je m'attendais. Et donc ça, c'est quand même, j'ai trouvé assez agréable. On manque un peu de sensations quand on en a vraiment besoin, c'est-à-dire sur des terrains, des parties très accidentées, très techniques. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'elle soit pensée pour ça. Je pense que si on veut évoluer sur ce type de portion, on aurait plus intérêt à choisir la S-Lab Genesis que la S-Lab Ultra Glide 1.5. Mais voilà, en termes de sensation, je la mettrais à peu près dans la moyenne. Pour parler accroche et adhérence, c'est pas mal. L'accroche, elle est pas mal, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle est au rendez-vous. Les crampons font le job. C'est pas parfait, ça glisse un peu, surtout en montée des fois. Il y a une petite sensation que, en fait, comme la marque a enlevé des crampons, il en manque un peu à certaines zones. Vous voyez, comparativement à celle-ci, encore que je suis même pas sûr qu'il y en ait vraiment beaucoup plus sur celle-là. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a une légère sensation de manque d'accroche qui est très léger à certains endroits, peut-être à cause des alvéoles, mais de manière générale, ça fait largement le job et moi, j'aime beaucoup l'accroche et je me suis pas dit que c'était une chaussure qui me manquait cruellement d'accroche. Ça pourrait être un peu mieux. Je pense que c'est forcément du coup l'interaction entre le fait d'enlever des crampons à certaines zones qui fait qu'on peut perdre un petit peu en accroche. Par exemple, à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de crampons. À l'avant, à certaines zones, il en manque un peu. Donc c'est peut-être dans des moments où justement il y a besoin d'accrocher sur ces zones spécifiques qu'on peut sentir le pied qui bouge un petit peu. Mais c'est ok. En termes d'adhérence, c'est toujours pas ça. Mais comme toujours, j'ai l'impression avec Salomon, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que Vibram qui arrive à faire une semelle qui est vraiment intéressante en termes d'accroche, qui dérape pas quand c'est mouillé. Donc là-dessus, pas de surprise. Je trouve qu'on a toujours le manque d'adhérence du contact grip. Alors c'est pas ultra grave. C'est pas non plus au niveau des Lova que je vous avais testé, qui étaient vraiment, je trouve, des savonnettes quand c'était mouillé. Par exemple, du bois mouillé, des cailloux mouillés, c'était vraiment des savonnettes. On n'en est pas là non plus. Mais on n'est pas au niveau du Vibram et je trouve qu'on le sent cette différence quand même avec en termes d'adhérence quand c'est un petit peu humide, un petit peu mouillé. Typiquement sur la sortie dont je vous ai parlé où on a pris la pluie, sur la fin il y avait des descentes avec des cailloux qui glissaient un peu et on sent qu'on perd un petit peu d'adhérence, de gluant sur les zones humides. Alors, c'est pas vraiment un défaut, ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que le serrage, le bon serrage, il était un peu difficile à trouver et je pense que c'est dû à l'amorti et au confort
de la languette, qui fait qu'en fait on a tendance, je trouve au début, à serrer un peu trop fort, et on se rend compte que c'est trop serré, non pas parce qu'on sent les lacets, puisque les lacets ils sont quand même vraiment très amortis par la languette dans ce but de confort général, mais on sent qu'on a trop serré avec le Quick Lace parce qu'en fait on n'a plus de sang dans le pied. Et ça m'est arrivé, mais quasiment à chaque sortie, je serrais, je courais un peu, au bout d'une demi-heure j'avais plus de sang dans le pied, je desserrais un peu et là c'était bon, mais je sentais pas la différence sur le serrage lui-même, mais c'est juste que je retrouvais un peu de sang dans le pied. Donc voilà, c'est pas un défaut, il faut juste le savoir que des fois l'ajustement au niveau du serrage il est un petit peu difficile à trouver. Alors si jamais vous avez vraiment du mal, sachez que vous pouvez très bien enlever le Quick Lace et mettre des lacets. Je connais des gens qui l'ont fait, qui mettent des lacets sur des chaussures Salomon, ça les gêne pas. Peut-être que là vous gagnerez en précision de laçage. Moi c'est ce que je reproche des fois un peu au Quick Lace, c'est la difficulté à ajuster finement le laçage. Alors il y a même des marques, par exemple Kailas, qui ont sorti du double Quick Lace avec l'avant du pied et le haut du pied. Il n'y a pas que, je crois que Dynafit ils font ça également. Du coup bon, c'est pas vraiment un défaut, mais voilà, ça peut vous arriver de serrer trop fort, trop facilement, et en fait on le sent même pas parce que justement il y a ce confort qui est ultra prononcé sur le dessus du pied. Pour moi le vrai défaut de la chaussure, c'est qu'elle est super lourde, je trouve. Elle est super lourde vraiment au pied et elle est pas dynamique. Pour moi c'est vraiment ça que je lui reproche à cette chaussure. Pour une gamme performance S-Lab, ok, on a gagné un petit peu de grammes, 30 grammes par rapport à la Ultra Glide 3, mais on est sur une chaussure qui est super lourde, je trouve, et qui est plus lourde que les concurrentes gamme performance du marché. Cette chaussure, elle est plus lourde de 40 grammes, celle-là en taille égale, elle est plus lourde que la Vective Pro 3 que vous avez sous les yeux, qui est taillée performance, qui est une chaussure avec plein de composants à l'intérieur, avec une mousse qui est ultra dynamique, avec une plaque carbone, avec un espèce d'exosquelette, etc. Bref, il y a plein de technologies dedans qui sont censées augmenter le poids de la chaussure, et pourtant on est plus léger que la S-Lab Ultra Glide. La Cloud Ultra Pro, il y a une plaque dedans, une petite plaque qui est pas une plaque carbone, c'est une plaque, je me souviens plus le matériau, fibre de verre de mémoire. On a un mesh qui est ultra respirant, on a une mousse qui est ultra dynamique, et on est en dessous en termes de poids par rapport à la Ultra Glide, la S-Lab Ultra Glide 1.5. Alors que les deux sont des chaussures performance qui sont censées être dynamiques et être plutôt légères, en tout cas sous le poids pour pouvoir courir avec. L'autre chose qui pour moi est important à noter, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir ces deux chaussures-là en comparaison, ces deux chaussures-là, elles ont un mesh qui est très aéré, dans une espèce de matière qui, ok, perd un peu en confort. C'est pas du tissu mou, très doux, comme sur la S-Lab Ultra Glide 1.5, mais c'est des tissus, des mèches qui sont très aérés. Alors celle-là, le test, vous l'aurez bientôt. Celle-ci, le test, il est en ligne, et je vous avais dit que c'était un mesh qui était très innovant avec énormément d'aération. Et en fait, le problème d'avoir un mesh en tissu, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la sortie sous la pluie, c'est que la mèche, le mesh de la chaussure, l'empeigne, se gorge d'eau. Et c'est très difficile, ça s'imbibe d'eau et c'est très difficile de l'évacuer, je trouve. J'ai pas eu de soleil, donc je peux pas vous dire à quel point ça sèche vite, mais là où je trouvais qu'on garde le pied relativement sec dans ces deux modèles-là, avec celle-ci, je trouve que le mesh se gorge d'eau, s'imbibe d'eau, il faut un peu de temps pour la faire sécher, et surtout, d'un seul coup, la chaussure gagne en poids considérablement. À la fin de ma sortie, justement, où je prenais la flotte, j'avais vraiment l'impression d'avoir des chaussures énormes et très lourdes aux pieds, parce que la chaussure, toutes les structures étant du tissu, du mesh très confortable, et en fait ça se gorge d'eau, ça s'imbibe de flotte, et la chaussure devient donc extrêmement lourde si vous prenez la pluie. Et donc ça, je pense que c'est un peu un défaut. Alors, contrepartie, ça fait que c'est la chaussure la plus confortable que j'ai jamais eue autour du pied. On n'a pas le même confort de mesh avec celle-ci, on n'a pas le même confort de mesh avec celle-ci, on n'a pas le même confort de mesh avec celle-ci, ni avec la Salomon Genesis, ça c'est sûr, qui est moins confortable. Là, le confort est excellent. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'on a une chaussure qui est en tissu, qui est moins chaud que la Ultra Glide 3, mais par contre, qui, je trouve, peut se gorger d'eau très facilement. Donc, j'imagine que si vous mettez le pied dans une flaque, ça va être pareil. Et d'un coup, la chaussure qui est déjà très lourde, je trouve, elle prend encore en poids. Ça, pour moi, c'est son principal défaut, à savoir qu'elle manque de dynamisme et qu'elle est très lourde, encore plus si elle prend la flotte. En termes d'utilisation, vous l'avez compris, moi je pense que c'est pour des ultra-trails, pour des personnes qui cherchent pas spécialement de la vitesse, alors même si elle est censée être typée performance, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir dedans par rapport à la Ultra Glide 3 dans le gain de dynamisme qu'on a, ne serait-ce que grâce au rocker de la chaussure et grâce à la mousse qui est quand même plus dynamique, et ça on le ressent. Je trouve qu'également on gagne en précision et en sensation de chaleur. Je la trouvais un peu chaude, la Ultra Glide 3, je trouve que c'est corrigé avec celle-ci. Donc je trouve que les différences de prix entre la Ultra Glide 3 et la S-Lab Ultra Glide, ça vaut quand même le coup, je trouve, d'investir dans celle-ci. En termes de durabilité, je peux pas trop vous dire ce qu'il en est malheureusement, mais je pense qu'elle va quand même durer. Pour moi,
Elle s'adresse à des personnes qui ont envie d'avoir une paire dans laquelle elles peuvent passer 40 heures. Je dis 40 heures parce que c'est le temps moyen d'un UTMB typiquement. Elles peuvent passer 40 heures dans la même chaussure sans se poser de questions. Je l'ai pas fait, mais j'ai passé 7 heures dedans du premier coup. J'étais super bien dans la chaussure. Ça, j'ai rien à dire là-dessus en termes de confort, d'agréabilité autour du pied. Voilà. C'était au rendez-vous. Donc, je pense qu'elle s'adresse à des personnes qui cherchent une chaussure très stable, très confortable, avec un bon maintien. Et en se disant, par exemple, je prends le départ de mon UTMB le vendredi soir avec ça et je vais arriver le dimanche matin, le dimanche midi. J'aurai passé tout le temps dans une seule et même paire de chaussures et j'aurai aucun souci parce que c'est ultra confortable. Je pense que c'est ça la cible de cette chaussure-là et c'est à ce type de personnes que ça s'adresse. Si vous êtes à la recherche d'un peu de performance, d'un peu de dynamisme, de vouloir un peu courir, relancer par moment, je pense que vous allez être un peu déçu avec cette chaussure-là qui, pour moi, à mon sens, manque un petit peu de répondant et c'est ce que j'aurais aimé voir avec elle. Pareil, si vous avez des trails qui sont très accidentés, par exemple, je sais pas si je serais parti sur l'échappée belle avec elle parce qu'il y a c'est quand même une grosse chaussure qui peut manquer un peu de précision et un peu d'accroche. Donc, je suis pas certain que je serais parti avec elle là-dessus. Mais typiquement pour des personnes qui vont faire des UTMB, des Lavaredo, encore que le Lavaredo, ça court. Je repense à celui que j'ai fait en Espagne récemment, pas l'Andorra, c'était le Val d'Aran. Typiquement, c'est une chaussure que j'aurais pu me voir utiliser sur le Val d'Aran parce que il y a des portions un peu techniques, mais pas trop, un peu roulantes, mais pas trop. Et donc, peut-être que c'est une chaussure que j'aurais pu utiliser. Je suis parti avec celle-ci, mais du coup, j'aurais pu partir avec celle-là. Donc voilà un peu l'utilisation que j'envisage pour cette chaussure. Alors, il y a peut-être des points que j'ai pas abordés dans ce test, que vous auriez aimé que je discute et que j'ai oublié, ou que vous avez un retour sur cette chaussure parce que vous l'avez plus utilisée que moi. Moi, je suis à 80-90 km avec elle, mais peut-être que vous avez une utilisation plus intensive, ou des questions. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que c'était clair et que ça répond à la plupart des questions que vous pourrez vous poser sur la chaussure. Si vous souhaitez en faire l'acquisition, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de la vidéo. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail et je vous en remercie. Si vous voulez plus de photos, etc., je vous invite à vous rendre sur le site couramieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, par exemple un épisode du podcast Courir mieux. À très bientôt.